Ma sœur a détruit la chambre de mon bébé dans un accès de rage. Quand ma mère a appris cela, elle a soupiré et a dit, elle était juste contrariée. Tu devrais essayer de la comprendre. J'ai simplement appelé mon beau-père. Et quand il est arrivé chez moi ce soir-là, ma sœur a réalisé qu'elle avait fait une très grosse erreur. Je m'appelle Valérie. J'ai 28 ans et je me tiens actuellement au milieu de ce qui était autrefois un sanctuaire pour mon fils à naître dans notre maison à Austin, au Texas. Ma sœur gâtée a détruit la chambre de mon bébé dans un accès de rage. Elle n'a pas seulement jeté quelques jouets. Elle a arraché les décorations personnalisées et coûteuses des murs, a fracassé le berceau artisanal que nous avions attendu des mois, et a jeté les minuscules vêtements de mon bébé partout sur le sol, les piétinant avec ses bottes boueuses. L'air dans la pièce sent encore la peinture en aérosol toxique qu'elle a utilisée pour dégrader la fresque que j'ai passé tout mon deuxième trimestre à peindre. Quand j'ai appelé ma mère, sanglotant et tremblant, elle ne m'a pas offert de réconfort. Au lieu de cela, elle a poussé un long soupir épuisé et a dit, « Valérie, elle était juste contrariée à cause de la nouvelle. Tu as tant de choses et elle n'a rien. Tu devrais essayer de la comprendre et juste laisser tomber. » C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a finalement craqué. J'ai réalisé que ma mère ne tiendrait jamais son enfant chéri pour responsable de son comportement déséquilibré. Alors, je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas crié. J'ai simplement raccroché et appelé mon beau-père, Silas. C'est un homme qui a passé 30 ans à faire respecter la loi, et il ne croit pas aux passe-droits familiaux pour la destruction criminelle. Quand Silas est arrivé chez moi ce soir-là avec son équipe juridique et une expression sinistre, ma sœur a réalisé qu'elle avait fait une très grosse erreur. Elle pensait qu'elle ne faisait que casser des meubles, mais en réalité, elle brisait le dernier fil de ma patience et sa propre liberté. Les retombées de cet incident ont fini par déchirer toute ma famille et ont conduit à une bataille juridique que personne n'avait vu venir. Si vous voulez voir comment le sentiment que tout vous est dû se retourne contre vous lorsque la loi s'en mêle, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement, d'activer les notifications et de donner un j'aime à cette vidéo pour ne pas manquer comment j'ai finalement repris ma vie en main. Les graines de ce désastre ont en fait été plantées il y a environ 6 mois, bien avant que la première couche de peinture ne touche les murs de la chambre d'enfant. Ma sœur cadette, Sienna Vance, a toujours été le genre de personne qui voit le monde comme un distributeur automatique qui lui doit un prix sans qu'elle ait jamais à insérer une pièce. À 24 ans, elle avait déjà enchaîné 5 emplois différents en 2 ans, démissionnant généralement parce qu'elle prétendait que ses patrons s'en prenaient à elle ou que le travail était indigne d'elle. La réalité était beaucoup plus simple. Elle était paresseuse, pensait que tout lui était dû, et savait que notre mère, Béatatrice, fournirait toujours un filet de sécurité tissé d'excuses et de culpabilisation dirigées contre moi. Tout a atteint un point de rupture un jeudi après-midi humide alors que j'organisais mes croquis d'architecture dans mon bureau à domicile. Mon téléphone a vibré sans cesse avec une série de textes urgents de maman, suivi d'un appel que je savais qu'il valait mieux ne pas ignorer. Dès que j'ai répondu, Béatatrice n'a même pas salué. Elle a tout de suite adopté son ton frénétique habituel, expliquant que Sienna avait été officiellement expulsée de son 3e appartement cette année. Apparemment, ma sœur avait décidé que payer son assurance automobile de $400 était plus important que son loyer de $2000. Et maintenant, elle était assise sur un trottoir avec ses valises de créateur et nulle part où aller. La solution de maman était aussi prévisible qu'exaspérante. Elle m'a dit que puisque Quentin et moi vivions dans une maison de 4 chambres dans l'un des plus beaux quartiers d'Austin, nous avions plus qu'assez d'espace pour accueillir Sienna. Elle a suggéré que nous mettions les plans de la chambre d'enfant en attente et que nous laissions ma sœur emménager dans cette pièce spécifique juste pour quelques mois, jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. J'ai senti un œuf froid de colère se serrer dans ma poitrine en l'écoutant parler. Je lui ai rappelé que j'étais enceinte de 7 mois et que la pièce dont elle parlait était déjà en cours de transformation en un sanctuaire pour son futur petit-fils. Je lui ai dit que nous avions déjà investi plus de $5000 dans des armoires sur mesure et un revêtement de sol spécialisé pour le bébé. Béatatrice ne se souciait ni de l'argent ni de la préparation. Elle a commencé à pleurer, utilisant ce sanglot aigu et manipulateur qu'elle répétait chaque fois que j'essayais de fixer une limite. Elle m'a accusé d'être sans cœur et m'a rappelé que la famille reste unie quoi qu'il arrive. Quand j'ai suggéré que Sienna pourrait retourner dans son ancienne chambre chez maman, les excuses ont commencé à fuser. Maman a prétendu que sa chambre d'amis était utilisée comme débarras et que Sienna avait besoin d'être dans un environnement stable comme le mien pour trouver une nouvelle voie professionnelle. C'était la même vieille histoire. Béatatrice voulait la tranquillité de sa propre maison tout en me refilant son enfant à problème. J'ai tenu bon,
disant à maman que Sienna était une adulte qui devait faire face aux conséquences de sa négligence financière. Je lui ai dit que ma maison était un foyer pour ma famille qui s'agrandissait, pas une maison de transition pour une sœur qui refusait de grandir. La conversation s'est terminée par maman me raccrochant au nez, mais pas avant qu'elle ne siffle que j'étais exactement comme mon beau-père et que je regretterais d'être si égoïste. Ce que j'ignorais, c'est que Sienna écoutait toute la conversation sur haut-parleur depuis le siège passager de la voiture de maman. Et elle était déjà en train de concocter un plan pour prendre exactement ce qu'elle pensait mériter, peu importe qui elle devait blesser pour l'obtenir. Les retombées de cet appel téléphonique n'ont pas tardé à se manifester de la manière la plus publique et la plus humiliante possible. 2 jours plus tard, j'étais au milieu d'une présentation à fort enjeu dans mon cabinet d'architecte du centre-ville d'Austin, montrant à un groupe d'investisseurs les plans d'un nouveau complexe de logements durables. Ma carrière avait toujours été ma forteresse, un lieu où la logique et le travail acharné l'emportaient sur le chaos émotionnel de ma famille biologique. Cette forteresse s'est effondrée au moment où j'ai entendu le claquement sec et distinctif de talons et une voix stridente exigeant de voir la grande architecte qui déteste son propre sang. Sienna a fait irruption dans la salle de conférence, ressemblant à un tourbillon de misère fabriquée, le mascara coulant et une tasse Starbucks serrée dans sa main comme une arme. Mes collègues se sont tus alors qu'elle marchait droit vers moi, ignorant les regards déconcertés des associés principaux. Elle n'a pas commencé par une salutation. Au lieu de cela, elle a hurlé que j'essayais de la rendre sans abri pendant que j'étais assise dans mon bureau chic à jouer avec des dessins. Elle m'a accusé de voler son héritage et de laver le cerveau de notre mère pour qu'elle la déteste, ce qui était un mensonge bizarre étant donné que Béatrice était actuellement sa seule alliée. J'ai dû endurer 10 minutes de ces délires hystériques sur le fait que j'étais une traîtresse à la famille avant que la sécurité n'arrive enfin pour l'escorter hors du bâtiment. La honte était un poids lourd et froid dans mon estomac alors que j'essayais de m'excuser auprès de mes clients. Mais les dommages à ma réputation professionnelle semblaient irréversibles à ce moment-là. Alors que je rentrais chez moi, les mains tremblant sur le volant, mon téléphone a commencé à sonner avec un barrage de messages vocaux de Béatrice. Le ton de sa voix était passé des sanglots manipulateurs à une agression froide et calculée. Elle m'a dit que si je ne laissais pas Sienna emménager immédiatement dans la chambre d'enfant, elle cesserait de contribuer au fonds en fiducie familiale qui était censé aider à payer les futures études de mon fils. C'était du bluff, mais un bluff cruel conçu pour me frapper là où ça faisait le plus mal. Béatrice a affirmé que l'explosion de Sienna à mon bureau était un appel à l'aide causé par le stress que je lui avais imposé en disant non. Elle a même eu l'audace de suggérer que je devrais être celle qui s'excuse auprès de Sienna pour avoir déclenché sa crise avec mon égoïsme. Selon ma mère, il était de ma responsabilité, en tant que sœur aînée qui a réussi, d'absorber les coups de l'instabilité de Sienna sans me plaindre. Elle a même menacé de dire au reste de notre famille élargie que j'abandonnais un parent vulnérable pendant une crise. Une manœuvre qui transformerait sûrement la prochaine saison des fêtes en une exécution sociale. Au moment où je me suis garé dans mon allée, j'étais mentalement et physiquement épuisé. Le stress provoquant des douleurs aiguës dans le bas de mon dos. Je suis resté longtemps dans ma voiture, regardant notre belle maison et me sentant comme un animal traqué. J'ai alors réalisé que tant que je continuerais à essayer de raisonner des personnes qui considéraient mes limites comme des attaques personnelles, je ne serais jamais en sécurité. J'ai bloqué le numéro de Sienna là, dans l'allée. Un petit acte de défi qui ressemblait à une goutte d'eau dans un désert. Je pensais qu'en coupant le bruit numérique, je pourrais m'acheter un peu de paix. Mais j'avais sous-estimé jusqu'où ma sœur était prête à aller pour récupérer la vedette que, selon elle, je lui avais volée. Le silence qui a suivi n'était pas une trêve. C'était simplement le calme avant une tempête qui allait changer la trajectoire de nos vies pour toujours. Le silence étrange qui a suivi ma décision de bloquer Sienna a duré exactement 4 jours, me plongeant dans un faux sentiment de sécurité dont j'avais désespérément besoin. C'était notre 3e anniversaire de mariage, et Quentin avait insisté pour m'emmener dans un bistrot chic et tranquille à la périphérie d'Austin pour m'aider à décompresser du drame familial. Pendant 2 heures, j'ai réussi à oublier les menaces et la culpabilisation, me concentrant plutôt sur la lumière vacillante des bougies et les coups de pied de mon fils contre mes côtes. J'avais même mis mon téléphone en mode ne pas déranger, un luxe que je regretterais bientôt de toutes les fibres de mon être. Nous sommes rentrés juste après 22 heures, le quartier baignant dans la douce lueur des lampadaires et le chant des grillons. La première chose que j'ai remarquée n'était pas la fenêtre cassée ou une porte forcée, mais le fait que notre porte d'entrée était grande ouverte, projetant une longue ombre rectangulaire sur le porche. Un frisson glacial qui n'avait rien à voir avec la climatisation a parcouru ma colonne vertébrale. Quentin s'est placé devant moi,
son corps se tendant alors qu'il attrapait son téléphone pour appeler la police, mais je me dirigeais déjà vers les escaliers, poussé par une intuition écœurante qui me disait exactement où l'intrus était allé. L'odeur m'a frappé avant même que j'atteigne le palier. Une puanteur chimique âcre de peinture en aérosol bon marché et le relent métallique de verre brisé. J'ai poussé la porte de la chambre d'enfant, et la vue qui s'est offerte à mes yeux a été comme un coup physique à la poitrine, me coupant le souffle. Sienna n'avait pas seulement vandalisé la pièce. Elle avait systématiquement exécuté une mission de haine pure et sans mélange. Le berceau, une pièce en noyer sur mesure qui nous avait coûté près de $3000 et mis 4 mois à arriver, gisait sur le côté. Un de ses barreaux était cassé net en deux, comme s'il avait été frappé avec une masse. J'ai regardé les murs et un sanglot s'est coincé dans ma gorge. La fresque d'un doux coucher de soleil texan que j'avais passé des semaines à peindre était méconnaissable, obscurcie par des traînées noires déchiquetées de peinture en aérosol et le mot égoïste griffonné en lettres géantes et dégoulinantes au centre. Les minuscules vêtements de mon fils, que j'avais soigneusement lavés et pliés dans la commode quelques jours auparavant, étaient éparpillés sur le sol, trempés dans ce qui ressemblait à un mélange de vin rouge et d'eau de javel. Le fauteuil à bascule, un cadeau de la mère de Quentin, avait son rembourrage déchiqueté, la mousse s'échappant comme d'une blessure béante. Mes jambes ont flanché et je me suis effondré sur le sol, mes mains planant au-dessus d'une paire de chaussons de bébé ruinés. Ce n'était pas un appel à l'aide ou un moment d'égarement. C'était une violation calculée de ma maison et de ma maternité. Alors que Quentin planait au-dessus de moi, criant dans son téléphone à un opérateur du 911, j'ai remarqué un petit objet argenté qui brillait sur le sol près de la porte. C'était un double de la clé de notre maison, que j'avais donné à Béatatrice il y a des années pour les urgences. La prise de conscience m'a frappé avec la force d'un raz-de-marée. Ma mère n'avait pas seulement permis le comportement de Sienna. Elle lui avait littéralement fourni la clé pour détruire ma vie. J'ai levé les yeux vers la caméra Ring que nous avions installée dans le coin de la pièce, sa petite lumière bleue clignotant de manière moqueuse. J'ai réalisé que tout le saccage de 3 heures était probablement enregistré en haute définition. Chaque coup de marteau et chaque mot haineux capturé pour la postérité. Ma sœur avait été tellement aveuglée par son sentiment que tout lui était dû et sa rage qu'elle n'avait même pas pris la peine de chercher les mesures de sécurité. Elle se croyait intouchable parce que notre mère avait toujours été son bouclier. Mais alors que j'étais assise dans les ruines de la première chambre de mon fils, je savais que ce bouclier était sur le point de voler en 1000 éclats. Ce n'était plus seulement une querelle de famille. C'était une scène de crime, et j'en avais fini d'être la victime. Les lumières bleues et rouges clignotantes des voitures du département de police d'Austin scintillaient contre les murs de la chambre d'enfant, projetant des ombres rythmées sur l'épave de la chambre de mon fils pendant que 2 officiers se déplaçaient dans la maison. Documentant les dégâts et ramassant les bombes de peinture que Sienna avait négligemment jetées dans la poubelle de la cuisine. J'étais assise à la table de la salle à manger, mon téléphone à la main. Mes doigts étaient engourdis alors que je composais le numéro de Béatatrice. Je ne voulais pas entendre sa voix, mais je devais savoir si elle réalisait la gravité de ce que sa précieuse fille cadette avait fait avec la clé qu'elle lui avait fournie. Béatatrice a décroché à la 2e sonnerie, sa voix semblant étrangement calme, presque comme si elle avait attendu les retombées. Avant même que je puisse finir la première phrase sur la présence de la police dans mon salon, elle m'a interrompu avec un soupir lourd et condescendant qui m'a glacé le sang. Elle n'a pas demandé si j'allais bien ou si le stress avait affecté le bébé. Au lieu de cela, elle m'a dit que Sienna était rentrée dans un état d'effondrement émotionnel total et dormait actuellement dans la chambre d'amis. Selon maman, la destruction de ma maison n'était qu'une explosion passionnée d'une fille qui se sentait abandonnée par sa seule sœur. J'ai regardé l'officier principal qui était en train de mettre le double de la clé dans un sac de preuves et j'ai dit à ma mère que Sienna n'avait pas seulement eu une explosion, elle avait commis un crime. Je lui ai dit que le coût estimé des dommages dépassait déjà $15 000 en tenant compte des meubles sur mesure et de la restauration professionnelle nécessaire pour les murs et le sol. La réponse de Béatatrice fut une démonstration glaçante d'ignorance volontaire. Elle a prétendu que j'exagérais pour faire du drame et que, puisque Quentin et moi étions financièrement stables, nous devrions simplement voir cela comme une occasion de redécorer. Elle a même eu l'audace de suggérer que si je portais plainte, je serais la seule responsable de la ruine de la vie de Sienna pour quelques morceaux de bois et un peu de peinture. La conversation a dérapé vers un territoire sombre que je n'aurais jamais pensé que ma mère explorerait. Elle a admis avoir donné la clé à Sienna, mais elle l'a présenté comme un acte de médiation fraternelle, affirmant qu'elle espérait que Sienna irait à la maison pour laisser une offrande de paix, pas pour la détruire. Quand j'ai souligné que les gens n'apportent pas de marteau et de bombes de peinture pour une offrande de paix,
Béatatrice s'est mise à crier. Elle m'a accusé d'être une femme froide et calculatrice qui avait toujours été jalouse de l'attention que Sienna recevait. Elle m'a dit que si je ne disais pas à la police que tout cela n'était qu'un grand malentendu, elle ne me parlerait plus jamais. Elle m'a littéralement posé un ultimatum, l'immunité de ma sœur ou l'amour de ma mère. J'ai regardé Quentin, qui se tenait près de la fenêtre, son visage un masque de fureur alors qu'il écoutait sa voix hurler à travers le haut-parleur. J'ai réalisé à ce moment-là que Béatatrice n'était pas seulement une complice. Elle était une architecte de ce chaos, construisant un monde où Sienna n'aurait jamais à grandir parce qu'on attendait toujours de moi que je sois celle qui souffre. Je ne lui ai pas donné la satisfaction d'un concours de cris. Je lui ai simplement dit que le choix avait déjà été fait lorsque Sienna a franchi mon seuil avec l'intention de détruire. Alors que je raccrochais, un des officiers s'est approché de moi, me demandant si je voulais signer la plainte officielle pour méfaits criminels et cambriolage résidentiel. Ma main n'a pas tremblé cette fois. J'ai signé mon nom avec un sentiment de finalité qui ressemblait à la coupure d'un cordon ombilical. Je savais qu'au lever du soleil sur Austin, ma relation avec ma mère serait aussi brisée que le berceau à l'étage. Je n'étais plus seulement une fille ou une sœur. J'étais une mère protégeant farouchement les siens, et la femme qui m'avait élevée venait de devenir une étrangère aux yeux de la loi. À minuit, la police avait terminé son inspection initiale, et la maison semblait plus froide que je ne l'avais jamais connue. Quentin essayait de dégager un passage à travers les débris dans le couloir, mais je pouvais voir que son moral faiblissait sous le poids de la trahison de sa propre famille. Je savais que nous ne pouvions pas affronter la tempête à venir seuls. Béatatrice et Sienna étaient des expertes en guérilla émotionnelle, et elles mobiliseraient bientôt le reste de la famille pour me faire passer pour la méchante. J'avais besoin d'un autre type de force, une qui ne bronche pas face aux larmes ou aux menaces vides. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé mon beau-père, Silas Vance. Silas est arrivé en moins de 20 minutes, sa berline noire se garant dans notre allée avec une autorité délibérée et silencieuse. Il n'est pas venu seul. Il avait amené un homme plus jeune portant un appareil photo professionnel et un ordinateur portable, qu'il a présenté comme un détective privé qu'il utilisait fréquemment pour les affaires très médiatisées de son cabinet. Silas ne s'est pas précipité dans la maison avec des questions frénétiques. Il s'est tenu dans le hall, a ajusté son manteau, et m'a regardé avec des yeux qui avaient vu toutes les ruses du livre juridique au cours d'une carrière de 30 ans. Il a posé une main ferme sur mon épaule et a dit, « Valérie, respire profondément. À partir de ce moment, tu ne parles plus à ta mère ni à ta sœur. Tu ne réponds pas à leurs textos et tu ne justifies certainement pas tes actions auprès d'elles. Tu es la victime d'un crime et je suis ici pour m'assurer que la loi le reconnaisse. » Nous avons passé les 3 heures suivantes à regarder Silas transformer notre maison en une forteresse de preuves pendant que l'enquêteur prenait des photos haute résolution de chaque éclaboussure de peinture et de chaque meuble cassé. Silas s'est assis avec nous à la table de la cuisine pour examiner les images de nos caméras Ring. Il a regardé la vidéo du saccage de Sienna avec la mâchoire sinistrement crispée. À l'écran, ma sœur ressemblait à une femme possédée, hurlant des insanités à un bébé qui n'était même pas encore né. Pendant qu'elle frappait le berceau en noyer avec un marteau, Silas a souligné que, parce qu'elle avait utilisé une clé fournie par quelqu'un qui n'avait pas ma permission de la donner, l'accusation de cambriolage résidentiel était en béton armé en vertu de la loi du Texas. Silas a ensuite fait quelque chose que ma propre mère ne ferait jamais. Il a examiné la situation avec des chiffres froids et durs. Il a estimé la perte totale, y compris le coût des services de nettoyage spécialisés requis pour enlever l'eau de javel et la peinture en aérosol des éléments structurels de la pièce. Il nous a dit que nous ne parlions plus seulement de 15 000 $ de dommages. Avec la perte d'usage, la détresse émotionnelle et la restauration professionnelle du plancher ancien, la plainte civile atteindrait facilement 40 000 $. Il a expliqué qu'une fois qu'il aurait terminé, Sienna ne serait pas confrontée à une simple tape sur les doigts. Elle risquerait une période de temps significative dans un établissement d'État ou une dette qui changerait sa vie et qu'aucun maternage ne pourrait effacer. Alors que le soleil commençait à poindre sur l'horizon d'Austin, Silas a passé plusieurs appels à ses contacts au bureau du procureur de district. Il ne demandait pas de faveur. Il s'assurait que l'affaire ne soit pas enterrée sous une pile de différents domestiques mineurs. Il nous a regardés, Quentin et moi, son expression ne s'adoucissant que légèrement. Il nous a dit que Béatatrice essaierait probablement de prétendre que la clé avait été donnée dans un but légitime, mais il avait déjà une stratégie pour démanteler ce mensonge. Il construisait un mur entre nous et la toxicité de ma famille biologique. Et pour la première fois depuis que j'avais vu cette porte d'entrée ouverte, j'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer.
Le message était clair. L'ère de l'immunité de Sienna était officiellement terminée, et c'était Silas qui tenait le marteau. Le lendemain matin est arrivé avec une clarté brutale qui ne laissait aucune place au sentimentalisme familial. À 8 heures, Silas avait déjà confirmé qu'un juge avait signé le mandat d'arrêt contre Sienna Vance, sur la base des preuves vidéo accablantes et de la valeur élevée des biens détruits. Je ne voulais pas être là pour voir ça, mais Silas a insisté sur le fait que ma présence aux côtés de Quentin était nécessaire pour montrer aux autorités que nous étions fermes dans notre désir de poursuivre. Nous avons suivi les voitures de police jusqu'à la maison de ma mère, l'endroit même où j'avais grandi, devenant maintenant la scène du règlement de compte attendu depuis longtemps de ma sœur. La scène à la maison était chaotique et dépouillée de toute dignité. Béatatrice se tenait sur le porche, le visage pâle et les cheveux en désordre, criant sur les deux officiers alors qu'ils conduisaient une Sienna menottée et sanglotante vers la voiture qui attendait. Ma sœur ne portait pas son masque habituel d'arrogance et de suffisance. Elle avait l'air petite, terrifiée et complètement déconcertée que ses actions aient finalement abouti à du métal autour de ses poignets. Quand elle a vu ma voiture arriver, sa terreur s'est transformée en une rage venimeuse. Elle a hurlé que j'étais un monstre et qu'elle me le ferait payer, mais les officiers ne lui ont pas donné la chance de continuer, la poussant fermement sur la banquette arrière. La véritable confrontation, cependant, a eu lieu 1 heure plus tard au poste de police du centre d'Austin. Béatatrice est arrivée comme une femme possédée, serrant son sac à main de créateur comme s'il s'agissait d'un bouclier, exigeant de voir le capitaine et criant à propos de fausses accusations. Elle a repéré Silas assis calmement dans la salle d'attente et a marché vers lui, le doigt pointé comme une arme. Elle l'a accusé d'empoisonner mon esprit puis s'est tournée vers moi, sa voix tremblant d'un mélange de fureur et de manipulation désespérée. Elle m'a dit que si je ne disais pas aux officiers que j'avais donné à Sienna la permission de redécorer, elle ne me le pardonnerait jamais tant qu'elle vivrait. J'ai regardé ma mère et j'ai vu une étrangère. Je lui ai dit que me demander de mentir à la police après que ma sœur ait détruit la chambre de mon fils était la trahison ultime. Je lui ai rappelé que les dommages s'élevaient à plus de 40 000 $ et que Sienna avait été enregistrée en train de rire pendant qu'elle fracassait mes meubles. Béatatrice n'a même pas scié. Elle a rejeté les preuves comme un malentendu artistique et a affirmé que la valeur des objets n'était que du papier. Elle a même eu le culot de dire que je devrais être reconnaissante que Sienna se soucie assez de ma maison pour y dépenser de l'énergie. C'est à ce moment-là que Silas s'est levé. Sa présence semblait rétrécir la pièce et l'autorité froide dans sa voix a fait taire ma mère instantanément. Il a informé Béatatrice qu'en tant que représentant légal des victimes, il se penchait également sur son rôle dans le crime. Il a suggéré que fournir une clé à une personne avec l'intention de commettre un crime pourrait faire d'elle une complice en vertu de la loi du Texas. La couleur a quitté le visage de Béatatrice alors qu'elle réalisait que Silas ne jouait pas un jeu de politique familiale. Il opérait dans un monde de conséquences où ses larmes n'avaient aucune valeur. Sienna a été traitée et emmenée dans une cellule de détention. Sa caution a été fixée à 10 000 $, une somme que Béatatrice n'avait manifestement pas facilement disponible en espèces. Alors que nous sortions du commissariat, le son des appels téléphoniques frénétiques de ma mère résonnait derrière nous. Elle essayait de joindre des parents pour emprunter l'argent, mais Silas m'avait déjà prévenu qu'il avait contacté les aînés de la famille pour leur expliquer la situation en détail. Pour la première fois de sa vie, l'enfant chéri était assise sur un banc froid dans une cellule de prison. Et la mère qui avait passé des décennies à la protéger réalisait enfin que son influence s'arrêtait aux portes du palais de justice. 3 jours après l'arrestation, l'atmosphère dans notre maison d'Austin était lourde d'un silence final et pesant. Nous avions déjà engagé une équipe de restauration professionnelle pour commencer le processus ardu de décapage de la peinture et de sauvetage de ce qu'il pouvait, mais les cicatrices émotionnelles restaient à vif. J'étais assise dans la cuisine lorsque Béatatrice s'est présentée à ma porte, ressemblant à un fantôme de ce qu'elle était. Elle n'est pas venue avec des excuses. Elle est venue avec une exigence. Elle avait réussi à rassembler l'argent de la caution en contractant un prêt prédateur, et maintenant elle était là pour me faire pression afin que je signe une déclaration de non-poursuite. Béatatrice s'est assise en face de moi, les mains tremblantes alors qu'elle serrait un verre d'eau. Elle a essayé une nouvelle tactique, prétendant qu'elle mourait de chagrin et que ma cruauté la tuait physiquement. Elle m'a dit que si je poursuivais le procès civil pour 40 000 $, elle devrait vendre sa maison pour payer la défense juridique et l'indemnisation de Sienna. Elle m'a supplié de penser à l'héritage familial et à l'image que ce scandale donnerait à nos parents dans la communauté. Elle a même eu le culot de dire que mon fils à naître ne devrait pas grandir en sachant que sa mère a envoyé sa tante en prison. J'étais sur le point de répondre quand Silas est entré,
portant un épais dossier manie qu'il a posé sur la table avec un bruit sourd. Il a regardé Béatatrice avec un mélange de pitié et de dédain professionnel. Il n'a pas perdu de temps en politesse. Silas a ouvert le dossier et a révélé une série de relevés bancaires des comptes personnels de Béatatrice, des documents qu'il avait obtenus légalement grâce à une procédure de communication de pièces liée au procès civil. Il a montré une série de retraits non autorisés au cours des 18 derniers mois, totalisant près de 60 000 $. La couleur a quitté le visage de Béatatrice alors que Silas expliquait la réalité qu'elle avait essayé de cacher. Sienna n'avait pas seulement été malchanceuse avec ses emplois. Elle avait systématiquement volé dans le fonds de retraite de notre mère et dans le fonds en fiducie familiale destiné à mon fils. Silas a révélé que Sienna avait utilisé l'argent pour financer un style de vie de location de luxe et de produits de créateurs tout en prétendant être en difficulté. Béatatrice l'avait couverte, non par amour, mais parce qu'elle était terrifiée par la honte d'admettre que son enfant chéri était une voleuse ordinaire qui l'avait laissée presque en faillite. Silas s'est tourné vers moi et a déclaré que ces preuves démontraient un schéma de comportement criminel à long terme, ce qui faisait de la destruction de la chambre d'enfant un acte de malveillance vengeresse plutôt qu'une dépression temporaire. Il a regardé Béatatrice et lui a dit qu'en donnant la clé à Sienna, elle avait laissé entrer une voleuse dans ma maison, et que la loi ne ferait pas de distinction entre ses bonnes intentions et le crime qui en a résulté. Béatatrice s'est mise à hurler, un son de chagrin pur et désespéré. Mais pour la première fois de ma vie, je n'ai absolument rien ressenti. La femme devant moi avait sacrifié ma sécurité, ma paix, et même son propre avenir pour maintenir un mensonge pour une fille qui ne la respectait même pas. Je me suis levé et j'ai dit à ma mère que la conversation était terminée. Je lui ai dit que je n'étais plus intéressé par ses excuses ou ses chagrins fabriqués. J'ai déclaré qu'à partir de ce moment, je n'avais ni mère ni sœur. Je n'avais que la famille que je construisais avec Quentin et la protection fournie par Silas. Je lui ai dit que nous les verrions toutes les deux au tribunal et que je ne vérifierais plus jamais mon téléphone pour ces messages. Alors que Quentin escortait une Béatatrice sanglotante et brisée jusqu'à la porte, Silas a posé une main sur mon épaule. Nous avions enfin dépassé le drame et étions entrés sur le territoire de la justice froide et dure. Le prix de leur trahison était enfin en train d'être calculé, et ce n'était plus moi qui allais payer la facture. Le règlement de compte final a eu lieu un matin gris dans une salle d'audience du comté de Trévis, 6 mois après la destruction de la chambre d'enfant. La machine juridique que Silas avait mise en marche a fonctionné avec une précision qui n'a laissé à ma famille biologique aucune issue. Sienna était assise à la table de la défense, ses vêtements de créateur remplacés par un tailleur conservateur qui ne pouvait masquer le regard agité et arrogant dans ses yeux. Elle a finalement plaidé coupable de méfaits criminels et de cambriolage résidentiel. En raison des preuves vidéo accablantes et des dossiers financiers que Silas avait déterrés, le juge a montré peu de pitié. Sienna a été condamnée à 2 ans de probation intensive, à un suivi psychologique obligatoire et à 300 heures de service communautaire. Plus important encore, le tribunal lui a ordonné de nous verser 42 000 $ en dédommagement, une dette qui la suivrait pour le reste de sa vie d'adulte. Béatatrice ne s'en est pas beaucoup mieux sortie. Bien qu'elle n'ait pas été accusée de complicité, le procès civil que nous avons intenté contre elle pour son rôle dans la fourniture de la clé et la complicité dans le vol du fonds en fiducie familiale a abouti à un accord qui l'a forcée à réduire considérablement son train de vie. Elle a dû vendre la maison familiale en banlieue pour couvrir les frais de justice et le reste. Le jour où le jugement a été finalisé, je me tenais dans le couloir du palais de justice alors qu'elle s'approchait de moi une dernière fois, les yeux rouges et suppliants. Elle a essayé de me dire que les liens du sang sont plus forts que tout et que je regretterais d'être si sans cœur quand j'aurais besoin de son aide avec le bébé. Je l'ai simplement regardée, j'ai ressenti un étrange sentiment de paix, et je suis parti sans dire un seul mot. C'était la dernière fois que je la voyais. Depuis ce jour, Quentin et moi avons complètement transformé nos vies. Nous avons vendu notre maison à Austin, non pas à cause des dégâts, mais parce que nous voulions un nouveau départ dans un endroit où personne n'avait un double de la clé de notre tranquillité d'esprit. Nous avons déménagé dans une communauté tranquille près de la côte. Et notre fils, que nous avons nommé Silas en l'honneur de l'homme qui a sauvé notre famille, a maintenant 3 mois. Sa chambre est parfaite, non pas à cause des meubles coûteux, mais parce que c'est une pièce remplie d'amour véritable et de sécurité absolue. Nous avons changé nos numéros de téléphone, bloqué tous les membres de la famille élargie qui ont osé suggérer que nous étions trop durs, et établi une politique stricte de non-contact que nous avons l'intention de maintenir pour toujours. En repensant à l'épave de cette pièce, j'ai réalisé une vérité douloureuse mais nécessaire. L'ADN partagé ne donne à personne le droit de détruire votre âme.
La loyauté se gagne par le respect et la protection, pas par le droit de naissance. Je pensais être égoïste de dire non, mais maintenant je sais que non est l'outil le plus puissant que j'ai pour protéger les gens que j'aime. Ma sœur pensait briser mon esprit en fracassant ce berceau, mais en réalité, elle a brisé les chaînes qui m'avaient maintenu attaché à un cycle toxique pendant 28 ans. À quiconque regarde ceci et se sent piégé par les exigences d'un frère ou d'une sœur qui pense que tout lui est dû ou d'un parent manipulateur, vous n'êtes pas un méchant pour choisir votre propre santé mentale. Vous n'êtes pas responsable de l'épave d'une vie que quelqu'un d'autre a choisi de ruiner. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de fermer la porte, de tourner la clé, et de ne jamais regarder en arrière. Ma vie est enfin calme maintenant. Et dans ce silence, j'ai trouvé une force que je ne savais pas posséder. Nous sommes heureux. Nous sommes en sécurité. Et surtout, nous sommes enfin libres.